Nous sommes le dimanche 31 décembre 2023 et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Je profite de faire la récolte de quelques betteraves pour les vaches pour vous montrer un petit peu l'état du jardin, du grand jardin vivrier en hiver. Alors je reviens là aux betteraves. Donc elles n'ont pas été récoltées en octobre parce que je n'ai pas eu le temps et après on a eu beaucoup de pluie pendant le mois de novembre. Et puis de toute façon, à ce moment-là, on avait encore beaucoup d'herbes dans les prairies. D'ailleurs, on en a encore beaucoup. Et donc les vaches, à ce moment-là, n'étaient pas fans des betteraves. Et au final, elles se sont mises à bien consommer les betteraves là depuis le mois de décembre. Donc je fais des récoltes voilà, pour plusieurs jours. En fait, là, je vais ramener 2-3 brouettes et puis il y en aura pour quelques jours et je reviendrai plus tard. Alors je précise que dans d'autres régions, il aurait fallu les récolter au mois d'octobre et les mettre à l'abri du gel. On a eu de la chance cette année, j'ai un petit peu joué, donc là pour l'instant ça va, je gagne. J'ai misé sur le fait qu'ils ne gèlent pas. En fait, j'ai rien misé du tout, c'est juste que je n'avais pas le temps de les ramasser. Mais en tout cas, elles n'ont pas gelé. Il faut de très gros gel pour que ça gèle. On a eu des gelées, on a eu un peu moins de 0, mais voilà, aucun problème. On peut voir d'ailleurs qu'elles sont reparties au niveau des feuillages. Et donc là, moi, je profite d'avoir une région à hiver doux pour faire ma récolte finalement petit à petit. Là, on voit que depuis quelques semaines, je viens ramasser quelques brouettes de temps en temps pour leur en mettre un petit peu le matin, un petit peu le soir. Alors, elles ne sont pas nourries à ça, c'est vraiment une friandise. Là, en ce moment, on a 3 vaches et une génisse. Ça, c'est de la friandise. La majorité de leur nourriture, elles l'ont des prairies et du foin qu'on leur distribue, bien sûr, en ce moment. Et donc, on a un petit peu tous les calibres, comme on avait vu. Donc on a des trucs un peu trop gros d'ailleurs, des trucs un peu petits. Alors on avait vu pourquoi, déjà parce que ce n'est pas une variété sélectionnée moderne, c'est une variété traditionnelle, la jaune de Vaugirard, un truc comme ça, Vaugirard, je ne sais plus, je vous l'écrirai. Et en plus on avait le phénomène de la haie ici qui pompait l'eau, les nutriments et surtout qui faisait beaucoup d'ombre au premier rang, là aux 2-3 premiers rangs. Et donc ici on a de la petite betterave. Et puis tout de suite, quand on arrive là, on a de la très grosse betterave. Voilà. On peut également regarder un truc, c'est que pour une culture qui a été binée, qui a été donc semée sur place, éclaircie et binée, donc on a une parcelle qui est propre et quand on regarde le sol, pas de problème, on a de la vie, on a du ver de terre. Encore une fois, le gratouillage de surface, ça ne pose aucun problème. Pour ceux qui en douteraient encore, alors tout ce qu'on voit là, ça ce sont des turicules, mais encore une fois, il y a un petit manque d'argile dans ce type de terre, donc ils fondent en fait avec la pluie. Voilà, quand on les retourne, on s'aperçoit bien que ce sont des turicules et sur le dessus, ils sont un petit peu lessivés par la pluie. Mais aucun problème, ça travaille très bien là-dedans. Et justement, on va regarder un petit peu là le sol au niveau de la parcelle de maïs. Si vous vous souvenez bien, après ma récolte donc de maïs, j'avais broyé les cannes, les tiges, les feuilles et même l'enveloppe des épis, puisque je fais ma récolte en laissant par terre l'enveloppe des épis. Donc tout avait été broyé sur place avec 2 passages de broyeur et j'avais lancé de la semence de moutarde à travers ce paillis qui n'a pas été mélangé à la terre. Et puis on avait vu la germination dans la dernière vidéo. Et donc voilà ce que ça donne. Ça donne une parcelle de moutarde. Donc on a l'impression qu'elle n'est pas très haute, mais en réalité c'est parce qu'on avait vu, j'avais semé beaucoup trop serré. Et résultat des courses, les tiges en fait sont couchées au sol. Elles sont pas tout à fait 2 fois plus hautes en réalité, mais voilà, la parcelle devrait m'arriver à peu près au nombril. Là elle m'arrive à mi-cuisse. Donc ça c'est normal, mais aussi le résultat d'avoir semé très serré, on peut s'apercevoir que c'est nickel. En dessous, on n'a rien d'autre que de la moutarde en fait, aucune mauvaise herbe n'est passée. Ça nous a vraiment occulté le terrain. Et surtout là, ce dont on peut s'apercevoir, donc on va aller au milieu de la parcelle du maïs. Et donc regardez, vous vous souvenez, on avait un tapis de déchets de maïs, des cannes, des feuilles, etc. Et regardez aujourd'hui ce qu'on a. On a des turicules. On n'a quasiment plus rien. Je n'avais même pas d'échaumé, c'est-à-dire que j'avais laissé les chaumes de maïs en place, j'avais juste passé le broyeur par-dessus, et je ne les retrouve plus vraiment en fait. Elles ont été intégralement détruites.
voilà, on retrouve des petits trucs comme ça qui n'étaient certainement pas bien en contact avec le sol. Mais voilà, on ne retrouve quasiment plus de débris de maïs. Donc ça, c'est un sol qui fonctionne bien. Et je rappelle, encore une fois, j'ai passé un coup de rotavator au printemps, avant le semis de maïs. Donc voilà, je voulais encore montrer que ce n'est pas l'outil qui détruit le sol, c'est la manière dont on l'utilise. Je vous avais déjà un petit peu expliqué tout ça. On peut avoir des sols, les fameux sols vivants, même si le terme ne veut pas dire grand-chose, mais on comprend maintenant un petit peu ce que ça veut dire quand même. Voilà, donc là, ce qu'il reste en réalité, ce sont même des feuilles de chêne en fait. Feuilles de chêne qui viennent des grands arbres ici. Donc en plus, ma moutarde, elle a emprisonné davantage de matière organique. Ça, c'est aussi l'avantage de ne pas avoir des terrains à nu. C'est que dès qu'on a une plante qui pousse, elle retient les débris organiques qui s'en vont avec le vent. Donc quand vous avez un arbre comme ça qui perd ses feuilles, hop, ils sont emmenés avec le vent un petit peu plus loin, ils tombent dans ma parcelle. Et comme à ce moment-là, j'avais une plante en place, la moutarde, eh bien, ça a fixé cette matière organique. Donc par rapport à un sol qui serait nu, voire pire, l'utilisation des bâches à l'automne, là on capte encore de la matière qui va améliorer encore le cycle du vivant dans notre terrain. Donc ça, c'est intéressant. On peut comparer entre la moutarde et la navette fourragère. Alors ça, ce sont, si vous vous souvenez bien, les tiges de haricots. Je vous avais dit que ça gèlerait, mais en fait, on a eu le gel très tardivement, donc on peut se rendre compte qu'à certains endroits, les repousses de haricots, des quelques haricots pourris que j'avais jetés au sol, qui étaient tachés mais qui étaient viables, eh bien en fait, ils avaient poussé, on l'avait vu dans la dernière vidéo, et en fait, on a eu un automne assez doux, et ils sont allés assez loin dans leur cycle de développement. Donc au final, ils avaient un petit peu étouffé la navette, vous voyez. Ici aussi, par exemple, on voit qu'on avait beaucoup de haricots, et puis le gel est arrivé, et puis finalement, voilà, ils ont crevé, et puis la navette peut reprendre un petit peu sa place. Donc pareil, on voit que le sol est très propre en dessous. On voit que sous la navette, on n'a rien d'autre. Voilà. Et on voit pareil qu'on a des turicules à gogo. Donc pareil, ça ce sont des parcelles qui ont au moins un coup de rotavator par an. Et je crois même que celui-là, on a eu 2, puisque pour l'implantation de la navette, après les haricots, j'ai mis un coup de rota. Donc on voit que c'est une plante qui est un petit peu plus petite, c'est normal puisqu'elle ne fait pas sa tige centrale tout de suite. Elle fait d'abord beaucoup de feuillage, elle a un cycle beaucoup plus long que la moutarde qui, elle, est déjà finalement en train de préparer sa fleur. Elle est déjà en train de tirer sa tige vers le haut pour pouvoir à un moment donné faire une fleur. Alors je ne sais pas si on aura la chance de voir la fleur avant le broyage, puisque là la prochaine étape ici pour la moutarde, c'est que ça va être broyé courant janvier, février. Avant la fin février, ce sera broyé. Voilà, ça c'est sûr. Pour la navette, je vais la laisser encore un petit peu se développer. Encore une fois, nous sommes dans une région douce. Donc ça pousse, on peut voir là l'herbe partout. Ça pousse, ça continue de pousser pendant l'hiver. Et donc la navette va encore faire un petit peu de feuillage et je viendrai ramasser les plus beaux pieds, là, pareil, qu'on peut donner aux vaches au mois de février, souvent un moment où on va manquer un petit peu d'herbe, puisque d'ici février, les vaches vont continuer à manger les prairies, mais derrière, ça ne repoussera plus. Donc le pâturage tournant va être ralenti, et donc on essaye de complémenter avec un peu de betterave, un petit peu de verdure, et puis voilà, ça complète le foin qu'on leur donne. Et puis pareil, ce sera démoli fin février. Alors je vais vous montrer en haut de la parcelle les 2 cultures qui ont déjà été implantées. Alors normalement au milieu des bouteilles de lait, vous devriez reconnaître cette culture. Je vous ai fait une vidéo sur l'intégralité de cette culture l'année dernière, en 2023. Donc on a l'ail. Donc là, pour l'instant l'écureuil n'est pas passé, si vous vous souvenez des petits dégâts que j'avais eus l'année dernière. Donc pareil, ça c'est l'ail ail maison, semence maison, c'est toujours la même variété. Et tous bien plantés en rang d'oignons. Et puis ça devrait nous donner une jolie culture.
Donc toujours ce petit système là d'effaroucheur pour les oiseaux. Donc je n'ai eu cette année aucune tête d'ail déterrée, puisque j'ai tout de suite mis les fils. Et sur la droite, alors j'avais dit que j'arrêterais mes essais sur les blés anciens, etc. Mais bon, c'est un petit peu c'est un truc que j'aime beaucoup, les céréales anciennes. Donc j'ai encore mis des parcelles d'essai. Donc là, un premier carré, c'est du seigle. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 variétés de blé ancien, de blé tendre d'hiver ancien, dont 2 ici, là, les deux, celle-ci et celle-ci, donc, qui sont des variétés qu'on a vues cette année, qui m'avaient plu et que j'ai ressemées en fait, en essai, pour essayer de confirmer un petit peu mes observations par rapport au rendement que j'ai pu observer, par rapport à la tenue des pailles, etc., à la qualité des grains. Et puis là, on a tout le reste, ce sont de nouvelles variétés que je n'ai jamais cultivées. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc pareil, on voit que j'ai semé en ligne et donc aucun dégât de moineaux, puisque toutes les graines étaient parfaitement enterrées à 2-3 cm dans des sillons. Et tout a levé, c'est nickel. Et on voit que là, je vais devoir faire un premier passage avec mon sarcloir entre les rangs, puisque là, on a des mauvaises herbes qui arrivent. Donc ça va être une intervention à faire dès que le sol sera un petit peu ressuyé, puisque là, en ce moment, c'est encore très humide. On a eu encore de la pluie cette nuit, donc je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Et puis toujours, avec ce sol un peu limoneux, le fait de passer mon petit coup de griffe, là, ça va m'ouvrir un petit peu le sol. Parce que là, il va avoir tendance à se refermer avec les pluies hivernales et puis le manque de couverture. Mais voilà, là, quand ça colle comme ça au doigt, mon sol, je le connais. Il ne faut pas venir y mettre un outil. Ça se voit aussi aux bottes. Quand ça colle aux bottes, comme ça, on ne travaille pas dans le jardin. Là, à droite, on voit, pareil, c'était la moutarde que j'avais mis après la parcelle de patates. On peut aller voir, pareil, les patates qui avaient été butées, travaillées, sarclées, etc. Eh bien, on peut voir au niveau du sol que c'est nickel, ça travaille. Et de la même manière, ici, il y avait eu un coup de rotavator après les pommes de terre. Parce qu'à ce moment-là, il faisait un petit peu sec et c'était un petit peu dur de travailler le sol. Donc plutôt que de faire à la houe, j'ai mis un coup de rota. Et voilà, ça n'empêche pas derrière d'avoir des vers de terre qui bossent. Et pour en revenir à cette histoire de sol nu pendant l'hiver, tout de suite, là, on visualise bien ce que je vous disais. Dès qu'on a une plante qui émerge du sol, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que vous avez la matière organique des arbres qui vient se coincer dedans et qui est retenue. Là, très clairement, on le visualise très bien. On n'a rien dans le rang. Pourtant, je n'ai pas touché le rang depuis le semis. Et au pied du blé, on a de la matière organique. Alors bien sûr, il faut être dans un environnement bocager, avec des grands arbres qui vont perdre leurs feuilles à l'automne pour retenir ces feuilles dans vos parcelles. Si ces arbres-là n'existaient pas, ces feuilles-là n'existeraient pas non plus. Alors je vais quand même vous montrer un truc là par rapport au rotavator, puisque je vous parle du rotavator depuis tout à l'heure, et puis j'en avais parlé dans une vidéo, mais c'était il y a 2 ans, puisque la chaîne commence à être vieille, et moi aussi du coup. Donc je vais vous montrer quand même le réglage du rotavator. Donc c'est un petit rotavator qui va derrière un tracteur de 45 chevaux, qui est juste dimensionné comme il faut, il fait la largeur du tracteur, donc ça c'est pas mal. Alors je vais vous montrer ici le réglage. Donc là ici on a un patin, donc ça vient au contact du sol, et ici on a une dent, un couteau, qui est en position basse, donc ça tourne. Donc là c'est la partie la plus basse, et en fait entre le bout de ma dent ici, je vais vous montrer ça un petit peu mieux, entre le bout de ma dent qui est de l'autre côté là-bas et le dessous du patin, on a 1 ou 2 cm. On n'a même pas 2 cm en fait. Et donc le coup de rotavator, je vous l'avais dit, il est vraiment fait pour mélanger en surface des débris végétaux, pour préparer le lit de semences, par exemple avant le semis d'un engrais vert, comme ma navette fourragère. Mon but n'est vraiment pas de faire de la farine avec mon sol sur 20 cm de profondeur. On est bien d'accord.
hein, puisque là, je ferai beaucoup de mal au vers de terre et à la vie du sol en général. Et quand on a comme ça une parcelle, alors qui a déjà une bonne texture, hein, attention, on n'a pas 40% d'argile ici. On est sur un sol sablo-limoneux avec un petit peu d'argile, alors je n'ai pas encore fait de test. Mais on va dire que c'est une terre qui est presque parfaite, à part les cailloux qu'il y a dedans, il y a du silex, c'est un petit peu chiant. Mais on est sur une texture quand même assez légère qui permet justement à la vie de s'exprimer, hein, vous l'avez vu. Et du coup, moi je ne travaille que le dessus et j'apporte régulièrement de la matière organique, alors soit par des couverts hein, qui vont retourner au sol, soit par du fumier, je vous avais montré ça. Et donc le travail en profondeur, c'est quand même la vie du sol qui le fait. Maintenant, encore une fois, je ne m'empêche pas de passer un petit coup de grelinette. On l'avait vu avant la culture de l'ail par exemple, puisqu'on avait eu une année 2022 sèche, etc. Je vous avais expliqué dans la vidéo. Donc j'ai mis un petit coup de grelinette pour décompacter un petit peu le sol, puisque la vie justement avait été un petit peu absente en 2022 sous la bâche, il avait fait beaucoup trop chaud, etc. Donc ça n'avait pas beaucoup brassé de terre. Donc j'avais fait rentrer un petit peu d'oxygène pour aider tout ça. Mais globalement, là, cette année par exemple, il ne devrait pas y avoir de grelinette au printemps. Là, clairement, quand on voit le sol tel que je vous l'ai montré, là, je mettrai un coup de broyeur, ensuite peut-être un coup de rotavator pour mélanger justement tous ces débris d'engrais verts sur les premiers centimètres de sol et aussi me préparer éventuellement un lit de semences, hein, pour le semis par exemple du maïs. Et c'est tout, hein. Mon but, c'est pas de faire de la farine avec mon sol. Voilà, encore une fois, ça c'est vraiment le point clé. Et donc, vous l'avez vu sur le rota, je mets un réglage où la lame va s'enfoncer très peu dans le sol. Alors, vous comprenez bien qu'en fait, elle va s'enfoncer un petit peu plus que 2 cm dans le sol. Parce que justement, comme mon sol est très mou, on va dire, le patin s'enfonce un petit peu avec le poids de l'engin, ça s'enfonce. Et au final, quand je regarde ce que j'ai fait derrière mon tracteur, je travaille le sol environ sur 6-7 cm. Voilà, peut-être 6 cm, mais comme la terre, elle est un petit peu foisonnée, hop, ça fait à peu près 7 cm. Et j'avais mis un réglé quoi, pour voir à peu près. Voilà, mais je ne travaille pas plus profondément avec cet outil-là. Et encore une fois, on travaille avec une vitesse de rotation de l'outil pas trop élevée, puisqu'encore une fois, le but n'est pas de faire de la farine. Le but est juste de mélanger un petit peu la matière organique ou de préparer le terrain pour notamment de la semence comme le maïs. On n'est pas obligé de faire de la farine. La farine, on la fait éventuellement pour les carottes, mais dans ce terrain-là, moi, je ne mets pas de carottes. Et la vitesse d'avancement du tracteur, elle, est plutôt rapide. Ce qui fait qu'en réalité, lorsque je travaille avec cet outil-là, je suis presque en train de travailler comme je travaillais à l'époque. Hein. Ce jardin-là, je l'ai démarré à la houe, hein, avec les mains. Et en fait, le mouvement des fraises ressemble énormément au mouvement de la houe. Voilà, mais pour s'en apercevoir, il faut avoir travaillé quelques années, voilà, quelques arts avec une houe pour comprendre en fait comment ça fonctionne tout ça. Et donc l'idée, c'est de reproduire ce travail mécaniquement, sans s'épuiser. Encore une fois, mon jardin, il n'a fait que s'agrandir depuis le tout début. En plus, comme on a, pour l'entretien des prairies, on a un tracteur de 45 chevaux pour faire les foins. Donc, je vous avais dit, hein, un jour, j'étais en train de travailler avec ma houe. Et puis, j'étais un peu épuisé quand même, hein, puisque le jardin commençait à être grand. Puis là, je me dis, mais merde, j'ai un tracteur sous le hangar. Il pourrait faire exactement le même travail en 5 minutes. Et moi, ça me prend plusieurs heures étalées sur plusieurs jours, hein, quand j'avais le temps, pour travailler à la houe et pour au final faire quasiment le même résultat. Et en plus, l'avantage d'avoir un petit peu de mécanisation, c'est de pouvoir gérer aussi ça en fait, ça comment je le gère à la main, comment je mélange ça sur les 5 premiers centimètres de terre par exemple. Ça à la main c'est compliqué, hein. Ça je vous le cache pas. Et donc ça c'est une chose que nous permet aujourd'hui la mécanisation, c'est de gérer des gros volumes de matière organique et de pouvoir les mettre dans le sol, ce que je ne pouvais pas faire avec les mains, quoi. Donc en fait avec cet outil là, le rota, je fais un peu tout. Je mélange mon fumier, je mélange mes engrais verts, je prépare mes lits de semences et souvent tout ça c'est fait en un passage. Voilà, on peut même imaginer un truc, c'est que je viens de broyer, je viens déposer là où je vais mettre des patates par exemple un petit peu de fumier. Donc je broie en février, je dépose du fumier début mars. Fin mars, quand le temps le permet, hein, ou tout de suite, mais en tout cas dès que ça ressuie un petit peu pour que le tracteur ne fasse pas non plus des ornières, je passe le coup de rota et mon rota va à la fois m'enfuir ce qu'il restera de cette moutarde hachée, quoi, et en plus il m'enfuira mon
fumier. Et en plus, il me préparera le sol, puisque après moi, j'aurai juste à venir tracer mes sillons. Éventuellement, je rebâche un petit coup pour ne pas que ça s'enfriche en fait entre le mois de fin mars et fin avril. Je peux déposer une bâche. Le sol sera quand même déjà bien chargé en flotte, hein, avec l'hiver qui sera passé dessus. Je débâche, en plus ça aura réchauffé le sol. Je trace mes sillons, je dépose mes patates. Et puis terminé, après je fais comme je vous ai montré à chaque fois. Je bine, je bute et je récolte. Tiens, je vous montre une petite curiosité. Là, cette nuit, on a eu de la grêle. Oh, de superbes billes. On entendait bien cogner sur les volets vers 1 h du matin. Alors je me suis mise à l'abri là avec les vaches, puisque là on entend il pleut très fort et avec beaucoup de vent. Je voulais quand même faire une petite mise au point par rapport à ce que vous venez de voir. Toutes ces cannes de maïs, feuilles de maïs, rafles de maïs, etc., qui ont été décomposées en l'espace de 3 mois, ça c'est quelque chose qui est possible parce que nous sommes ici dans l'ouest de la France, donc avec un automne et même un hiver plutôt doux et humide. Donc on avait vu dans les vidéos que je vous avais fait devant le tableau que la vie des sols, plus il fait chaud, plus elle est intense, plus c'est humide, plus elle est intense. Alors il ne faut pas que ce soit saturé en eau, mais plus elle a accès à de l'eau, plus c'est intense. Donc ici, on a eu un automne doux. Ensuite, on a eu beaucoup d'eau d'ailleurs. Enfin, on a eu tout ce qu'il fallait pour que la vie s'active. Donc ça, c'est quelque chose, si vous vivez dans le village le plus froid de France, dans le Jura, ce résultat-là, vous ne l'aurez pas. Pas à cette période-là. Là, normalement, en ce moment, vous avez de la neige dans votre jardin. Donc il ne faudra pas y compter. Et de la même manière, la texture de sol d'origine, donc qui est plutôt limono-sableux ici, donc assez léger, dans laquelle justement la vie du sol peut facilement se mouvoir en fait, eh bien ça facilite, pareil, le résultat qu'on vient de voir. Si vous êtes, encore une fois, dans le village le plus froid de France et qu'en plus vous avez un sol très argileux, vous n'aurez pas ça en fait. Vous n'aurez pas du tout une décomposition de la matière aussi efficace à l'automne. Donc voilà, il faut bien mettre tout dans un certain contexte. Alors là, on ne s'entend plus. Donc là, elle vient de se lever. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Un peu de fumier. Et qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, elle? Tu m'embêtes, hein? Aïe! Elle me mord. Sachez que quand une vache se lève après son repos, la première chose qu'elle fait, c'est de chier. Voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et je vous dis à la prochaine.